Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julien Madar, le créateur et le président de Hyères École, dont le but est d'inviter des personnalités issues du monde politico-économique. Donc, je vous remercie déjà d'être si nombreux ce soir pour écouter M. Mélenchon. J'espère que la conférence va vous intéresser. Je vous prie d'accueillir tout de suite Jean-Luc Mélenchon, candidat pour le Front de Gauche en 2012. Merci. Merci d'éteindre votre téléphone portable pour le bien de la conférence. Merci. C'est normal que ce soit si minoritaire. On va commencer. Merci à tous pour un silence. Alors, Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir un excellent tribun de tous les observateurs, si ce n'est le meilleur orateur de gauche. Vos discours sont bien plus percutants que ceux d'une Martine Aubry ou d'un François Hollande que vous avez côtoyé pendant 21 années d'adhésion au Parti Socialiste. Ah, j'avais lu autant pour moi. C'est un parti d'ailleurs que vous avez finalement fini par quitter après 32 années d'adhésion en 2008 au congrès de Reims pour fonder le Front de Gauche. À ce propos, au-delà de la distance... Attendez, voici les médias. Discrètement. Pour le reconnaître. J'ai bien fait de réserver une place. Alors d'autres passionnés. Suite à cette intervention très discrète, nous allons reprendre le cours de la conférence. Donc nous parlions de la fondation du Front de Gauche et de la distance idéologique que vous avez voulu prendre avec le PS. Est-ce que vous êtes aussi un petit peu parti parce que vous pensez que ce parti socialiste ne pourrait pas, au sein de ce parti, vous ne pourriez pas devenir un homme de premier plan, comme le démontre votre présence ici ce soir? Qu'est-ce que vous appelez le premier plan? D'abord, je vais vous faire deux remarques. La carrière n'est pas tout dans la vie. Et deuxièmement, sénateur, ministre, président délégué d'un conseil général, ça allait quoi. Dans les médias, c'est cela que vous voulez dire par de premier plan. Ah oui, parce que vous pensez qu'être beaucoup dans les médias est un bienfait et un bonheur. Je pense que simplement vous avez plus de visibilité. C'est sûr, mais bien sûr, j'ai plus de visibilité en raison de mon action. Est-ce que vous m'entendez correctement? Ça va? Oui, bien sûr, en raison de mon action, de celle du Front de Gauche, de la coupure que nous avons opérée avec le reste du champ politique qui nous rend plus facile à observer, à distinguer, et l'impact d'une manière d'être qui est mise au service d'un groupe d'idées auquel elle ressemble. Voilà. Mais ce que je voudrais tout de suite que vous sachiez, c'est que la notoriété n'est pas un bien si désirable qu'il y paraît d'abord vu de loin. Et donc depuis maintenant 3 ans, c'est vrai que je commence à savoir ce que c'est que le sort d'une belle fille. Je subis beaucoup de remous.
Ainsi, depuis l'élection réussie d'Olivier Besancenot, vous êtes le seul à la gauche de la gauche. Tant Philippe Poutou et Nathalie Arthaud sont pour l'heure inaudibles. Je rappelle à notre chère Assemblée que ces derniers sont candidats à l'élection présidentielle respectivement pour le LPA et la Lutte ouvrière. Vos bons mots, souvent acerbes à l'égard de vos concurrents, ainsi que vos colères à l'attention des journalistes, font régulièrement la une de l'actualité. La comparaison avec Georges Marchais va alors de soi, tant sa verve et son verbe étaient puissants et efficaces. Ainsi, son taisez-vous et le gabache riment aisément avec ce lardin de Pujadas, comme vous l'avez qualifié. Vous avez pourtant été journaliste et même dirigé la tribune du Jura. Alors pourquoi une telle défiance vis-à-vis de la profession? La prochaine des choses par le mauvais bout. Attendez, le début, c'était quoi? La comparaison. Bon, déjà, le raison avec moi. Olivier Besancenot. Oui, alors, premièrement, je ne suis pas. Le front de gauche n'est pas à la gauche de la gauche. En tout cas, c'est pas comme ça que lui se définit. Vous portez le regard que vous voulez dessus, mais nous, c'est pas comme ça qu'on le définit. Si on fait un petit sondage, là, je pense qu'on vous place à la gauche de la gauche. Mais vous nous placez comme ça, parce qu'on vous a dit de nous placer comme ça. Vous avez des gens intelligents, vous voyez tous les jours à la télé, qui disent que des choses intelligentes, vous décidez de nous mettre. Non, nous ne sommes pas à la gauche de la gauche. Nous nous considérons comme, au fond, la gauche. Et peut-être plus traditionnelle qu'il nous paraît d'abord. Ensuite, on voit comment le front de gauche a sur le même sujet une position centrale sur les questions de doctrine de fond des causes de la rupture. Car tout à l'heure, j'ai écarté l'aspect purement personnel et carriériste, vous suggérez, mais on n'est pas venu sur pour quelle raison on s'est séparés. Et là, il faut mettre les choses à la hauteur à laquelle elles se trouvent pour arriver à comprendre ce qui est en train de se passer. Dans notre analyse, le monde est entré dans une crise majeure du capitalisme. L'ancien monde ne se rétablira jamais. On ne reviendra pas à la situation d'avant. Et il est tout à fait vain d'espérer que par quelques bricolages aux alentours de la machine, on arrive à la remettre en route. Par conséquent, dans la gauche, il s'est produit un événement qui était visible par tous, c'est qu'au moment où cette crise se dessinait, la gauche traditionnelle, celle à laquelle j'appartenais, le mouvement socialiste, qui dans le monde entier est souvent la seule forme d'opposition. Dans certains pays, il est des fois le seul parti qui se rattache à la tradition des Lumières, la tradition philosophique des Lumières, et au camp du progrès. Ce parti, progressivement, s'est tellement écarté de l'idée de rupture et de changement avec le système, qui était sa raison d'être, qu'il a fini soit par l'accompagner, soit par courir devant. Et ce qui a été emblématique de cette période sont des personnages qui, compte tenu de votre âge, ne sont plus rien, mais comme M. Tony Blair ou Gerhard Schröder en Allemagne, cette affaire s'est donc jouée à l'échelle du monde entier. Seul le socialisme français se tenait dans une attitude différente, parce que seul au monde, il continuait à pratiquer l'alliance avec les communistes, à inventer l'alliance avec les écologistes, et à avoir des programmes qui étaient des programmes de rupture sociale très forts, comme 35 heures, couverture maladie universelle, après. Et puis cette singularité idéologique et pratique, il l'a effacée, il a accepté qu'elle soit effacée au profit d'une normalisation sur le modèle du reste de l'international socialiste. Peut-être que tout ceci vous paraît lointain, mais ces batailles d'idées ont une grande importance pour des gens comme moi, en tout cas, mais pas seulement comme moi. Et nous avions prévu, j'ai écrit un livre fort beau, et en faisant le tour de tous les programmes de la social-démocratie mondiale et européenne, pour analyser ce qu'ils avaient en commun et de quelle façon ils avaient décroché avec ce projet de rupture et de changement. Et bon, j'avais pronostiqué la fin du socialisme historique, là où on s'abandonnerait à cette orientation. Cette fin a eu lieu en Italie, il n'y a plus de parti de gauche, il n'y a plus de parti socialiste, il n'y a plus de parti communiste, et elle s'est traduite de manière calamiteuse par un événement qui n'a pas été assez signalé à mes yeux, mais qui est l'équivalent de la catastrophe qu'il y a eu dans les années de la Première Guerre mondiale, quand les députés socialistes avaient juré de faire la grève générale et de s'opposer à la guerre, ont voté des crédits de guerre. Nous avons vu le président de l'international socialiste, non pas à rien, Georges Papandréou, Premier ministre grec, élu sur un programme de gauche, capitulé en moins d'une demi-journée sous l'assaut de la finance.
Et à partir de là, comme il a laissé la première position être emportée, tout le reste a été emporté dans le reste de l'Europe. Donc voilà la racine de ma rupture. Et c'est cette bataille qui est en train d'avoir lieu. Je finis sur ce que vous avez évoqué. Georges Marchais, je ne peux pas m'empêcher de sourire, car c'est la question piège du journaliste en mal d'imagination, qui le plus souvent n'a rien vu et ne connaît rien. Donc on lui a dit Georges Marchais, alors que sur la fiche il écrit Georges Marchais, elle a fait Georges Marchais. Je ne suis pas journaliste. Non, mais je ne dis pas. Vous répétez, c'est précis. Donc, le Georges Marchais, bon, moi je suis l'allié des communistes, je ne vais pas aller dire le moindre mot contre Georges Marchais, qui au demeurant était un homme assez habile sur les plateaux de télévision, qui avait une manière de manier des événements que j'ai appris à l'époque. Mais là où je souris, c'est que moi j'étais mitterrandiste. Tout ça est très lointain pour vous, mais nous avons eu une bonne affaire les uns avec les autres. Et j'ai emprunté, pour être honnête, davantage à ce que j'ai vu faire au président Mitterrand, que j'ai connu, qu'à Georges Marchais, que je n'ai jamais connu. Mais j'accepte la comparaison si elle veut dire que j'essaye de mettre au service de mes idées, ma manière d'être, et d'emprunter une espèce d'arrogance, d'insolence, de gouaille qui incarne mon irrespect pour un ordre établi qui ne m'inspire pas beaucoup de respect, et où j'essaye sans arrêt de susciter l'esprit de rébellion et de construction mentale alternative. C'est pourquoi d'ailleurs je viens ici, ne croyez pas que ce soit simplement pour me rendre intéressant auprès des gens qui apprendront de me voir une élite intellectuelle comme vous. C'est parce que singulièrement vous m'intéressez, dans la mesure où j'espère bien qu'après cette réunion, quelques-uns d'entre vous, discrètement, prendront contact, de sorte qu'ils commenceront à représenter les avant-postes de ce dont moi j'ai besoin pour le projet politique que j'anime. Vous avez du succès. Alors, avant le journalisme, vous avez obtenu une licence de philosophie, puis vous avez été prof de... Non, je ne l'ai pas obtenu, je l'ai passé et je l'ai eu. C'est la grande différence. Ah oui, peut-être que vous obtenez le résultat, moi il a fallu que je cours derrière. Ensuite, vous avez été professeur de français. Alors, au milieu de tous ces Sciences Po énarques que vous fréquentez tous les jours, votre parcours a-t-il été plutôt un avantage ou un inconvénient dans votre ascension politique? Je ne peux pas dire. Il est clair que mes goûts, mon histoire, j'ai le sentiment qu'ils m'ont aidé à vivre et à comprendre mon temps. Mais bon, alors j'ai fait de la littérature, de la philosophie, je m'y ennuyais à mourir, je vous le dis. On m'a envoyé là-dedans pour se débarrasser de moi, dans les classes de littérature, parce qu'on trouvait que j'avais trop l'esprit de système. Imaginez-vous que pour étudier l'œuvre de Corneille, je me suis tapé absolument tout le théâtre de Corneille, ce qui n'est rien, mais tout le reste de ces traductions des psaumes, et que j'ai travaillé sur toutes ces fiches pour faire apparaître la construction idéologique, quelle était la construction idéologique de Corneille. Donc je comprends que mes maîtres aient assez mal supporté un Librius pareil, mais était plus sensible à la forme. Bref, ça m'a aidé, bien sûr, à comprendre et à m'intéresser. Mais j'ai compris vite que nous étions déformés par notre formation, qui n'accordait pas assez d'importance à la compréhension des sciences et des techniques, ni à leur signification pour l'œuvre humaine. Et j'ai essayé au fil de ma vie de me tenir à niveau. Mais bien après avoir subi les humiliantes notations de mathématiques et de physique que j'ai eu à connaître, et seulement quand enfin j'ai compris de quoi on parlait. Mais je n'ai pas dû avoir le bon prof, je ne comprenais pas de quoi on parlait. Une fois que je l'ai eu compris, je me suis intéressé à beaucoup de choses dans les sciences et dans les techniques. Et je crois qu'on n'est pas bien construit quand on ne s'est pas ouvert ces deux portes, ces deux directions de la compréhension. Puis ensuite, comme ministre de l'enseignement professionnel, j'ai connu un moment intellectuel extrêmement fort où il a fallu réconcilier mon savoir-faire, mes apprentissages politiques, de conduite et de réflexion, et le contact avec la matière première qui était celle de l'enseignement professionnel, ce mélange des sciences générales abstraites ou de tout ce qui est les disciplines de connaissances et les techniques concrètes. Bon, tout ça, je n'ai que ça à vous dire. Vous avez un haut niveau de formation technique et scientifique, tant mieux, mais vous ne serez pas des êtres humains totalement accomplis si vous ne mettez pas votre aptitude à savoir et à comprendre aussi à contribution pour tâcher de devenir meilleur sur le plan de l'émotion,
de l'irrationnel, de la subjectivité et de la compréhension de tout ce qui peut motiver un être humain dans sa vie. Donc vous, ce qui doit vous manquer, comme à moi il me manquait un peu de maths et de sciences, il doit vous manquer un peu de poésie et de littérature, mais ça se corrige très facilement. Donc, après la forme, le fond, vos idées progressent dans l'opinion, comme l'a montré la percée d'Arnaud Montcon à la primaire socialiste. Qui est la mienne de percée, c'est la sienne. Oui, mais il reprend nombre de vos idées. Oui, oui. Protectionnisme européen, mise sous tutelle des banques, 6e République. Alors certaines de vos propositions sont radicales, mais cohérentes, mais elles peuvent paraître utopiques. Nous allons donc tenter d'en savoir plus sur votre programme et votre ambition pour la France. Merci d'être venu, monsieur Mélenchon. Alors, avant de passer à autre chose, avez-vous un dernier mot à ajouter à cette présentation qui aurait pu être un peu... Dernier mot. Non, sinon, on laisse là. Non, allez-y, sinon ça va être un peu surfait. Alors, je vais avoir du temps pour répondre et jeter. Alors, on va commencer par la crise européenne. Car cela va être un des principaux sujets de la campagne. Vous avez été très critique face à la politique de rigueur de Georges Papandreou, comme vous venez de nous le dire, qui se serait, selon vous, couché devant les marchés pour pouvoir rembourser sa dette. Quelle aurait été, selon vous, l'attitude à adopter dans la situation grecque, qui pourrait être, selon certains, la situation de la France dans quelques années? Ah, la situation de la France est plus favorable dans la mesure où nous sommes une grande nation, et évidemment, on n'oublie jamais. Je ne suis pas en train de parler de la 5e roue du carrosse. Nous sommes le 2e territoire de l'Union. Nous serons dans les 20 prochaines années la première population de l'Union, puisque nous avons gagné 15 millions de Français quand il y aura 15 millions d'Allemands de moins. Nous sommes le 2e territoire maritime du monde et la 5e puissance économique. C'est comme ça. Nous sommes inclus dans l'Union européenne qui nous appartient à nous aussi. Dire souvent, je trouve qu'il y a un regard un peu contrit, hein, comme si chaque fois qu'on parle de l'Europe et que moi je fais une proposition, on dit les autres ne vont pas vouloir. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous n'aurez pas demandé. Il y a une manière de convaincre. Bon, donc nous sommes influents, l'euro est aussi notre monnaie, nous avons les moyens de parler très fort. On ne peut pas faire l'Europe sans nous. Voilà. On peut faire autre chose, on peut faire une zone marque élargie si on veut, mais ce n'est pas l'Europe. L'Europe est une ambition pour nous. Et pour le mouvement ouvrier auquel je me rattache, on appelle le mouvement ouvrier la gauche historique, l'unification du vieux continent est un objectif aussi vieux qu'elle. Pourquoi? La gauche est toujours construite comme un mouvement pour la paix, refusant les guerres des rois, refusant les guerres capitalistes. Et donc, nous savons que la condition de la paix, c'est d'empêcher la compétition permanente entre les nations et entre les individus. Voilà, tout ça, c'est pour vous donner l'arrière-plan de ce à partir de quoi, je pense, le contemporain et l'actuel. L'Union européenne n'a pas été construite, comme cela se raconte, parce que des gens ivres de désir de paix se sont jetés dans les bras les uns des autres. Tout ça, c'est l'apparence. Bien sûr qu'il y avait ça. Mais le fond de l'affaire, c'était qu'il fallait résister à l'URSS et que les Américains et quelques autres voyaient d'un bon œil qu'on s'organise entre nous. Ma foi, prenons ce dividende d'une situation qui n'était pas si joyeuse. Ensuite, cette construction vient après bien d'autres. C'est pas la première fois qu'on essaye de faire l'Europe. Toutes les autres précédentes tentatives ont toutes sans exception échoué. On peut se demander pourquoi, et peut-être se demander ce qu'elles avaient en commun, qui les ont conduits au même échec. Toutes sont des constructions antidémocratiques. Que l'on aille chercher, bon, les Romains, à l'époque il n'était pas question de démocratie, mais enfin, c'est ce qui a duré le plus longtemps. Mais on peut prendre nous-mêmes, passant les frontières, quand la contrainte extérieure s'est présentée avec des fusils et des canons pour nous convaincre de rétablir notre roi. Ou, on va prendre plus tragique, l'Allemagne hitlérienne, et ainsi de suite. Toutes ont échoué, ont en commun dénominateur le fait que ce ne sont jamais des constructions démocratiques. Là, la construction a été faite dans des conditions où, une fois de plus, il ne s'agissait pas de soumettre les décisions au souverain, c'est-à-dire le peuple. Une fois de plus, on a d'abord, c'était normal, c'était le résultat de la construction fait de l'intergouvernemental. Et puis, tout d'un coup, la compétition s'aiguisant avec les autres ensembles mondiaux, on en est venu au traité constitutionnel de 2005. Là, ça vous concerne, c'est quand même assez proche de vous dans le temps pour que vous vous souveniez de cet épisode. Et quand ce traité nous a été présenté, nous avons dit, c'est une erreur qui va conduire à un désastre. Parce que vous comptez faire financer
les déséquilibres structurels de l'Europe par une dumping social et une dumping fiscal. Et votre idée d'après laquelle l'Europe serait forte en ouvrant les frontières en grand, en s'imposant comme règle la concurrence libre et non faussée, non seulement entre nos nations, mais avec le reste du monde, ce qui est une folie, vous allez créer une situation de déséquilibre et de tension telle que tout ça va se fracasser. Oui, mais ça c'était Maastricht que vous avez voté. Oui, en effet, j'ai voté Maastricht, mais comme je suis un être de raison, j'ai vite fait le bilan de ce que je venais de voter. Et c'est ça, alors j'en profite pour vous dire qu'il faut se méfier des raisonnements sectaires. Parce que les gens comme moi sont toujours défiés, on leur dit, mais vous êtes en dogmatique, parce qu'en effet, je suis marxiste, et je me rattache au matérialisme philosophique. Bon. Mais les gens souvent ne se rendent pas compte du caractère extrêmement violent de leurs injonctions. On me dit, vous avez voté Maastricht. Pas vous, mais souvent dans les émissions. Mais Maastricht. Donc. Non, pas donc. Je suis comme chacun d'entre vous. Je réfléchis, à un moment donné, je prends la décision, je la crois juste. Mais mon devoir, c'est d'en faire le bilan. Ce qui est d'un illuminé, c'est de ne jamais faire aucun bilan de rien. Comme ceux que je vois et qui gouvernent, qui ne font aucun bilan de rien. Rien ne marche, qu'est-ce qu'on fait? Encore davantage. Prenons un exemple. Je vais venir sur Papandréou, ne vous inquiétez pas. On dit pas plus de 3% de déficit dans les budgets. Ah bon, très bien, allez, on y va. Ça ne marche pas. Tout le monde en est à plus de 5. Et qu'est-ce qu'on décide? Eh bien, dorénavant, ça sera droit à 0 ou 0,5 de déficit. C'est normal, non? Puisqu'on n'arrive pas à faire 3, on va donc décider 0. C'est-à-dire qu'on prend des décisions absurdes dont tout le monde sait qu'elles sont impraticables. Mais néanmoins, on les prend dans l'unique but de rassurer les marchés, ce qui m'amène à M. Papandréou, qui pour des raisons très diverses a lui aussi voulu rassurer les marchés. Au moment où il s'incline, ce que je n'aurais pas fait, la dette de la Grèce représente le 1% de la richesse produite en un an par l'Union européenne, qui au lieu de venir à la rescousse avec l'extincteur dont elle dispose, qui est de dire la Banque Centrale Européenne va financer la dette grecque, va vous prêter au taux auquel elle prête aux banques, c'est-à-dire aujourd'hui 1,25. Et on vous prêtera autant que vous en avez besoin. Il n'y aurait pas eu besoin d'aller très loin, car la Grèce est parfaitement solvable, à 1,25, pas à 18, pas à 20, ce sont des taux usuriers. C'est le tarif auquel on a soumis la Grèce. Et s'il n'avait pas cédé, il ne se serait pas laissé embarquer comme ça. Qu'aurait dû faire le reste de l'Europe? Venir à la rescousse en se disant, si nous cédons en Grèce, nous serons obligés de céder partout ailleurs. Et comprenez bien que ce n'est pas un complot. Il n'y a pas une réunion de méchants capitalistes qui se réunissent sournoisement et secrètement en se disant « Ah, après avoir égorgé la Grèce, nous allons passer au suivant ». C'est qu'ils se disent, c'est leur rôle de faire de l'argent. Dans les salles de marché, les gens ne réfléchissent pas. Ils consultent des variations de cours. Vous êtes un prêteur. Vous vous apercevez que vous pouvez prêter à un pays qui est adossé à la première zone économique du monde. L'Union européenne, c'est 25% du produit du monde. 25% de la richesse du monde. Quand on vous parle de la Chine et du reste, rappelez-vous que c'est 10%. Bien. On vous dit ces gens-là sont prêts à emprunter à 18%. Vous prenez le papier à 18%, vous le mettez dans votre bilan. Vous avez du très bon papier à 18%. Le gars ou la fille ne réfléchit pas plus. Et le bilan se met à gonfler. Vous affichez des records d'enrichissement pour votre établissement financier. Et quelqu'un un jour vous dit « Ah là là, attention, vous êtes en train d'acheter du papier à des gens qui ne sont pas sûrs de rembourser. » Ah oui, mais là, deuxième bonne plaisanterie. Vous vous dites, mais c'est pas grave. Dans le bureau à côté, j'ai quelqu'un qui a acheté des titres d'assurance sur la défaillance de la Grèce. Et des titres d'assurance qui ne sont pas connectés au titre de la dette. Vous comprenez cette affaire? J'ai le droit d'acheter un titre d'assurance d'une dette que je ne possède pas. Qu'est-ce que je vais faire du matin au soir si j'ai le titre d'assurance? Eh bien, j'espère que la Grèce me casse la figure. Parce que j'aurais acheté au prix d'une assurance le montant que vous connaissez de la richesse que la Grèce a produit. Il ne fallait pas céder. Car dès lors qu'on a cédé à un endroit, les marchés, comme on dit, les traders, les gens qui s'occupent de tout ça, se disent, bah à côté, ça sera pareil. Et ça a été pareil. Oui, mais si on prête à la Grèce à 1%, enfin, leur dette, vous avez dit de manière illimitée, donc la dette de la Grèce va exploser littéralement. Et vous savez bien ça. Pardon. Pourquoi? Parce qu'il y a des déficits de compétitivité structurelle en Grèce. Ils n'ont pas une industrie puissante, à part le tourisme et quelques exportations
dans l'alimentaire. C'est vraiment très très limité. Donc. Et oui, voilà, les navires. Mais est-ce que ces pays sont... Voilà, les taxes, est-ce que vous pensez que ça ne va pas faire une fuite en avant et aucune mesure budgétaire responsable ne sera votée? Les gens continueront à ne pas payer leurs taxes. C'est là le défaut du raisonnement. Parce que le point numéro 1, il se discute. La Grèce, premièrement, est membre de la zone euro. Donc je rappelle que quand on fait le choix d'une monnaie unique, normalement, on a une solidarité de fait. C'est absurde. C'est qu'on a une monnaie unique, mais nous n'avons pas une législation sociale ou fiscale unique. Et compétitivité unique aussi, c'est ça peut-être le cas. Et c'est ça qu'il faudrait voir. Mais aujourd'hui, vous ne me demandez pas quel est le bilan de la balance commerciale de la Corrèze par rapport à l'Essonne. Aucun d'entre vous ne pense à une idée aussi stupide. Pourtant, je vous garantis que la productivité de la Corrèze n'est pas bonne du tout. Non, oui, mais c'est vrai. La Corrèze, je dis la Corrèze, je ne sais pas. Vous pourriez faire. D'ailleurs, elle a un budget en déficit. Et M. Hollande a décidé lui aussi de céder. Mais attendez, venons sur le cas de la Grèce. Premièrement, quand vous êtes adossé à une monnaie unique, vous avez donc en principe, vous n'êtes plus soumis au risque des défauts de change. Et nous, c'est pour ça qu'on l'a fait, nous les Français. Et c'est pour ça que nous, les gens de gauche français, nous avons voté notamment Maastricht. Si je peux en faire la confidence, qui n'est plus si confidente que ça, le président Mitterrand disait à ceux qui, comme moi, étaient moyennement chauds sur le traité de Maastricht, nous disait, vous en tirerez ce fait que vous clouerez la main des Allemands sur la table et que plus personne ne pourra conspirer contre votre monnaie. Car le premier gouvernement de gauche de 81 à 83, nous avons dû dévaluer 4 fois, faire le contrôle d'échange et un emprunt forcé. Alors inutile de vous dire que la gauche a laissé quelques souvenirs assez, désagréables. Donc je viens à la Grèce. Il n'est pas vrai que parce qu'elle aurait eu un financement de sa dette, elle serait devenue instantanément irresponsable et se serait mis à dépenser sans compter. Mais elle aurait continué tout simplement. Mais vous n'en savez rien. Elle aurait pu continuer à faire quelque chose de nouveau. Par exemple, faire payer les impôts à l'Église, qui n'en paye aucun. Deuxièmement, faire payer les armateurs. Troisièmement, on aurait pu courir derrière les fraudeurs du fisc. Parce que, pardon, quand il s'agit de courir après les fraudeurs de la sécurité sociale, il y a du monde. Quand il s'agit d'aller courir après les fraudeurs du fisc, il n'y a plus personne. Où est l'argent des très riches grecs? Combien y en a-t-il? L'évaluation est que l'argent qui est expatrié est équivalent au montant de la dette du pays. Donc, ça n'a rien de mystérieux. Où est-il? Où est-il? Et qui va les contraindre à ça s'ils peuvent emprunter à 1%? Vous voyez, il n'y a aucune... D'accord, je comprends pas les forces. Par conséquent, il y a deux choix. Si on peut toujours emprunter de manière illimitée un budget... Je ne crois pas, je ne crois pas que ça existe, ça. Il y a une sorte de mépris que je connais, qui est très Europe du Nord. On appelle ça le Club Med, les bons à rien, les gens foutent. Puis des fois, on a complété, on appelle ça les pigs, parce que ça fait marrer, hein, les pigs en anglais, cochon. C'est intéressant, ça montre une grande ouverture d'esprit, ça montre beaucoup de tolérance. Ce n'est pas vrai. J'ai entendu un paquet de calomnies sur les Grecs. On a dit que la coupe douce, c'est le pays d'Europe qui travaille le plus. Hein? Alors, soit dit par parenthèse, argument réversible. À ceux qui vous disent on ne travaille pas assez en France, oui, mais la productivité d'un travailleur français est beaucoup plus élevée. Donc, vous dites, qu'est-ce que vous voulez, qu'on travaille comme les Grecs? Bon, à l'instant, vous venez de dire que leur compétitivité n'était pas suffisante. Le pays qui travaille le plus, ce sont les Grecs en Europe. Et quand on ne cesse d'insulter les Grecs, par exemple en disant ils ne payent pas leurs impôts. Non, les Grecs payent des impôts. Ceux qui ne payent pas des impôts, c'est les curés et les armateurs. Voilà, et les riches. Voilà qui ne payent pas d'impôts en Grèce. C'est ça la vérité. Mais ça, on ne le présente pas comme ça. Les rentrées de TVA, par exemple, sont très faibles. La TVA, vous savez que tout le monde la paye. Il y a quand même quelques preuves de non-rigueur budgétaire. Je vois qu'une chose à faire, envoyer des policiers, surveiller les gens. Ça s'appelle une armée d'occupation. Mais nous, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Il n'y a pas une autre idée? L'autre idée, c'est celle qui est appliquée actuellement, qui est de dire serrez-vous la ceinture. C'est une idée absurde. Si elle avait eu un commencement de réalisation concrète, je serais obligé de mettre de l'eau dans mon vin. C'est-à-dire, si la situation s'était en tant soit peu améliorée, je pourrais dire, je me suis trompé. Mais que s'est-il passé? Exactement ce que nous avions annoncé qu'il se passerait. À savoir que l'austérité a conduit à une contraction de l'activité économique qui a fait baisser les rentrées fiscales, donc augmenter la dette. La dette aujourd'hui est plus élevée qu'elle était au début de la crise avant qu'on applique le remède de cheval qui s'y passe. Et le PIB du pays a reculé de 5 points. Alors, moi je veux bien, on me pose sans cesse la question sur mais vous, je ne parle pas de vous, qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi vos résultats? C'est rien du tout. Voilà, rien du tout. Un peuple qu'on saigne à blanc,
Voilà le seul résultat qui est obtenu de ça. Plus le fait qu'on est en train de faire haïr l'idée de l'Europe, plus le fait que les puissants se sentent maintenant autorisés à convoquer des premiers ministres. Eh bien, jeunes gens, posez-vous la question de savoir quelle tête vous ferez le jour où vous verrez la chancelière allemande, que je critique non pas parce qu'elle est allemande, mais parce qu'elle est libérale, dire devant le Bundestag, nous allons surveiller les Français chaque jour et dans chaque ministère, comme elle l'a dit à propos des Grecs, faisant fi de l'histoire et de la sensibilité des gens. Vous ne le supporterez pas. Eh bien, imaginez-vous que les Grecs non plus ne le supportent pas. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire en Grèce? Quand on est un Premier ministre socialiste, je ne vous dis pas un libéral, le libéral pourrait dire, bah, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça, et puis c'est pas content, et ailleurs. D'ailleurs, les gens, c'est ce qu'ils font. Bon. Eh bien, il aurait pu dire, mais moi, je vais résister, je ne cède pas. Et au lieu de faire le larbin, on court chez les camarades espagnols, il y a un Premier ministre socialiste, on lui dit, qu'est-ce qu'on fait? Toi aussi, t'es mal, comment on résiste? On va chez le Portugais, c'est aussi un socialiste, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de ça, c'est deux pleutres, eux se sont sauvés. Voilà. Et ou alors on va voir les Français, et on dit écoutez, nous sommes les Grecs, on est des amis, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment on sort de là? Au lieu de quoi, tout le monde a dit quoi? Les Grecs ne fichent rien, les Grecs ils doivent payer, les Grecs ceci, les Grecs cela, on les a montré du doigt, on a fait peur à toute l'Europe en agitant le malheureux grec écartelé. Hein, on a dit, vous voyez, si vous n'êtes pas tranquille, vous serez tous repas en grec. Voilà ce qu'ils ont fait. Et partout, eh ben, les têtes sont rentrées dans les épaules, on ne peut pas faire autrement, comme si la politique et l'économie étaient autre chose qu'une œuvre humaine. Bon, on peut rétablir la Grèce. C'est pas difficile, mais il y a quelqu'un qui doit y perdre. Voilà. Qui est-ce qui va y perdre? Soit la masse des gens qu'on va tondre, soit par l'inflation, soit par la destruction des actifs, ce qui revient au même. Bien. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a pas d'autre. Si vous croyez que par l'austérité de repayer la dette, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. Personne ne paiera la dette en Grèce. Jamais. Ça ne se produira pas. Ce qui se produira, c'est des petites rallonges pour croire qu'on va le faire. C'est tout ce qui se produira. Comme en Argentine, pendant des mois et des années, ils ont cru qu'ils finiraient par payer. Et personne n'a pu payer, jusqu'à ce que tout s'écroule. Et 8 jours avant que tout s'écroule, le président du FMI, qui était déjà un Français, M. Michel Camdessus, était retourné voir, comme ils l'ont fait là avec la Troïka, a été voir les Argentins pour dire « Vous n'avez pas fait assez de sacrifices ». Sauf que ce coup-là, la machine s'est effondrée avant qu'ils aient le temps d'en faire de nouveau. Voilà ce qui va se passer avec la Grèce. Il y a une petite différence, c'est que l'Argentine avait sa propre monnaie, donc elle a pu dévaluer, alors que la Grèce ne peut pas pour retrouver la compétitivité qu'elle n'a pas. Et oui. Alors que justement, vous le demandez. Attendez, commencez déjà par tirer la leçon de l'événement. Vous dites, l'Argentine avait sa monnaie. Oui, mais savez-vous quelle était cette monnaie? Le peso, qui était articulé. Mais oui. Mais elle a justement, elle a pu lâcher cette réalisation. Ça revient au même. Soit, mais la Grèce peut aussi dire qu'elle ne paye plus. Elle ne change pas de monnaie. Elle peut sortir de l'euro. Moi, écoutez, je suis le président de la République. On me dit que je vais vous enlever toutes les écoles, que je vais vous enlever, que je vais vendre tout ce qui appartient au pays. Vous croyez que je vais le faire? Que je dirai non. Et je vais vous dire comment ça se passe. Vous dites à quelqu'un, voilà, vous n'aurez rien. Il pousse des cris dégorgés. Il fait le tour du monde en hurlant, ce type est fou. Et puis après, vous dites, c'est ou rien ou 10%. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé en Argentine. Quand ils ont dit on ne remboursera rien, tout le monde a hurlé, on a dit vous n'aurez plus jamais en rond, il ne se passera pas ce que vous croyez, etc., etc. Et à ce moment-là, les Kirchner ont dit bon, allez, 20%. Exactement comme a fait mon camarade Evo Morales en Bolivie. Il a dit on nationalise tout et on prend sur la base suivante les hydrocarbures. 80% pour nous, 20% pour vous. Avant c'était le contraire. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Eh bien ils ont tous dit va, on prend. Voilà, point barre. C'est une affaire de rapport de force. Il n'y a pas de loi de l'économie suspendue dans le ciel. Il y a des rapports de force, des rapports sociaux. Moi, je suis un type civilisé, je suis prêt à discuter, mais pas me faire couper la gorge et en plus à dire merci. Voilà. La technique est rationnelle. Je le dis avec ma passion, mais c'est rationnel. Le point de vue qui est défendu par mes contradicteurs n'est pas rationnel, puisque tout le monde sait que la Grèce ne peut pas rembourser en ayant une contraction de son PIB de 5 points. Elle ne peut pas rembourser quand la dette est arrivée au poids relais. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste?
On injecte massivement de l'argent, ça produit de l'inflation. L'inflation, tout le monde peut hurler. À qui ça fait mal l'inflation? Pas à vous, jeune homme. Aux épargnants, mais peut-être aussi au peuple qui va subir l'augmentation des prix, vous le savez. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais si vous aviez eu le bonheur d'être dans la période où il y avait 10% d'inflation et où on achetait son appartement, vous seriez comment en 10 ans? C'est comme si on se le faisait refiler. Voilà. Et oui, c'est une des solutions. Sinon, il vous reste la guerre. Ce que je vous dis là, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui vous le dit. C'est M. Mann qui l'explique dans un entretien que nous avions tous les deux devant 1000 personnes à un forum de libération. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut dévaloriser les actifs. Si vous avez un actif marqué dessus, pour 100, j'aurai 18%, et que tout le monde sait qu'on ne donnera pas 18, quelqu'un va se faire avoir. C'est celui qui aura la bêtise de croire que son papier rapportera du 18%. Donc à un moment donné, il faut mettre les comptes d'aplomb et dire, ça ne sera pas du 18%. C'est ce qu'ils viennent de faire. Ils ont donné une décote. Vous avez entendu, vous avez suivi ça. Ils ont décoté les titres de la dette grecque. C'est bien moi qui ai raison. Mais pas assez. Ils ont fait encore dans la demi-mesure. Parce que jusqu'au bout, tout le monde essaye de sauver son bilan. C'est normal. Donc, on ne doit pas céder. On doit résister. Et la solution qu'on peut avoir, si c'est de l'inflation, il vaut mieux l'inflation que la guerre. Voilà. Sinon, eh ben, vous savez, oui, c'est le seul moyen que vous avez. Puisque les gens ne veulent pas payer, on va de force leur prendre. Ça s'appelle la guerre. Ou bien on va éliminer un concurrent. S'il y a une autre issue, celle-là, moi je suis prêt à y dire. Mais je préfère les solutions douces, rationnelles, qui partent de moyens concrets et qui permettent de faire face. Je finis en vous disant une chose. Il ne fallait pas être très intelligent pour savoir quel moyen de répression trouver contre la spéculation. J'ai évoqué l'extincteur, l'intervention de la BCE. L'interdiction des ventes à découvert, l'interdiction de mettre des titres d'assurance qui ne sont pas corrélés à un type de dette, et ainsi de suite. L'interdiction de la cotation en continu. Ce sont des mesures de simple bon sens. Comment accepter que le monde soit mené par des machines qui dialoguent entre elles de manière ininterrompue à la nanoseconde? C'est un monde de fous. On en reparlera la Pour revenir, juste pour les gens qui sont hauts, peut-être descendre un peu, il reste des places au premier rang, je vois. Donc ça Et comme l'enseigne les lois de la physique, il fait plus chaud en haut qu'en bas. Donc vous pouvez descendre si Bravo. vous voulez. Je vous attends quelques secondes. Devant, ici, à droite, à gauche. Merci. Non, mais centimétrique. Tu vois, t'achètes ça coûte 500 €, c'est bon. Ah, mais parfait. Tu filmes en entier là ou pas? Moi j'aurais bien aimé filmer, mais je peux pas. Tu voulais filmer avec ta caméra? Là devant, Portable. Bah, tu récupères le truc du TV+. Ouais, justement, c'est pour ça que je te Énorme. alors pour revenir sur la question de la BCE, la réforme de la BCE, l'emprunt direct est aujourd'hui interdit par le traité de Lisbonne. Alors vous proposez de sortir de ce traité de Lisbonne, mais on ne pourra pas être le seul pays européen à emprunter à la BCE. Donc il faudra convaincre l'Allemagne, premièrement. Or, aujourd'hui, Angela Merkel ne veut déjà pas entendre parler des euro-obligations, mais encore moins d'une réforme de la BCE. Alors, comment fait-on pour les convaincre? ça c'est de la politique très concrète. Mais d'abord, il faut qu'on comprenne une chose. Pourquoi ils se comportent de cette manière-là? La première réponse aberrante et stupide, c'est parce que c'est des Allemands. Ça, c'est une réponse qui finit toujours mal. Hein. Ça finit par des paires de gifles et ça fait avancer personne. La deuxième réponse, c'est parce que eux seraient méthodiques, tandis que nous, comme nous sommes des latins, nous sommes plus poètes avec les coups. Tout ça est absurde. Les Allemands ont quand même, les gouvernements allemands, inventé l'idée d'échanger un marque de l'Allemagne de l'Est contre un marque de l'Allemagne de l'Ouest. Comme opération rationnelle, il y avait mieux, hein, compte tenu des écarts de compétitivité du travail et de la production des deux côtés du mur. C'était donc bien à ce moment-là une décision politique. Je le signale juste par rapport aux questions précédentes sur qui l'emporte de la politique ou de la loi économique. La loi économique aurait voulu que dans le meilleur des cas, on échange un marque de l'Ouest contre 3 ou 4 de l'Est. Ce n'est pas ce qui s'est fait. Les Allemands ont décidé par un geste politique qui avait du sens, qu'il n'y avait plus qu'une seule nation allemande, et que donc tous les Allemands partageaient ce qu'ils avaient.
Notez que c'est une décision politique qui n'a pas de sens économique et qui a coûté cher à tout le monde, c'est-à-dire à tout le reste de l'Europe, parce qu'évidemment, il a fallu financer le rattrapage de l'Allemagne de l'Est, qui a créé des tensions sur les marchés d'emprunt considérables. Je mets tout ça de côté. Pourquoi les Allemands se comportent-ils comme il le faut, le gouvernement conservateur allemand? Parce qu'il y a Allemands et Allemands, et je demande qu'on s'en souvienne. Hein. L'Allemagne n'est pas un modèle pour nous, d'aucune façon. Et d'abord pas sur le plan social. Les Allemands, l'État social allemand a été dévasté. D'ailleurs, sous l'emprise essentielle de Gerhard Schröder et du gouvernement de la social-démocratie. Une des raisons de mon divorce avec la social-démocratie européenne, puisque la plus puissante d'entre elles, la social-démocratie allemande, a décidé à ce moment-là de s'adapter. Elle a complètement dérégulé. Il y a 20% de la population active allemande qui vit en dessous du seuil de pauvreté tel qu'il est évalué en Allemagne. Deuxièmement, la protection sociale s'est considérablement abaissée. Et lorsque vous faites l'objet d'un versement d'un minima social, s'il vous est proposé un emploi plus à 1 euro, vous êtes obligé de l'accepter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si vous vous renseignez auprès des syndicalistes allemands, ou des gens de Die Linke, la gauche et notre parti frère en Allemagne, ils vous décriront cette situation de manière très précise. Non, l'Allemagne n'est pas le paradis que nous décrivent les puissants de notre pays. Oui, mais qui est le deuxième exportateur mondial aujourd'hui? C'est l'Allemagne. Oui, ça n'a pas tant de conséquences. Nous allons voir dans un instant pourquoi. Oui. En termes de chômage, quand même, ça a une... Oui, il y a pas mal de chômage aussi en Allemagne. 6,3%, c'est oui. Même comparé aux 10%. Oui, mais examinez qui est compté comme étant au chômage en Allemagne et qui ne l'est pas. Je vais vous donner un exemple. Si vous comptiez en France tous ceux que le gouvernement veut envoyer en apprentissage, le jour où ils iront en apprentissage, c'est-à-dire payer une fraction du SMIC, ils disparaissent des effectifs de la population scolarisée pour passer sous statut de contrat du travail qui sont censés avoir un emploi. Donc je vais vous parler de ce qui se passe dans toute l'Europe du Nord, notamment au Danemark, qui affichait des taux extravagants de réussite et de victoire contre le chômage. Eh bien, en Allemagne, au Danemark, on a reclassé une partie de la population active. On l'a classée en, vous savez, comme chez nous, la cotorate qui intervient pour établir un handicap au travail. Et ils ont sorti comme ça 10% de la population active pour la mettre classée dans la population qui ne peut plus travailler. Donc, ils sont sortis des statistiques. Honnêtement, 10% de la population qui ne peut plus bosser du fait d'un handicap, c'est pratiquement l'équivalent d'une guerre. Moi, c'est pas ce que je propose. Et en Allemagne, les critères de classement qui fait que vous êtes considéré comme travailleur, même si vous faites, lorsque vous êtes jeune, que vous êtes classé dans l'apprentissage. Or, l'apprentissage est le modèle dominant de scolarisation des jeunes dans la branche professionnelle en Allemagne. Donc, il faut regarder chacun des indicateurs qui nous est présenté. Le fond de l'affaire est le suivant. L'Allemagne est une population vieillissante. Par conséquent, vieillir, c'est sympa, mais ça a aussi des inconvénients. Surtout quand il n'y a pas de relève dans la jeune génération. Ils vont perdre 15 millions de personnes comme nous allons en gagner 15 millions. Oubliez les 15 millions qu'ils vont perdre, pensez aux 15 millions qu'on va gagner. Si nous allons être 15 millions de plus, ça veut dire qu'il faut des écoles de plus, il faut des maisons de plus, il faut des appartements de plus, bref, il faut plein de choses de plus. Nous sommes condamnés, heureusement, à la dépense sociale et à la dépense publique. Eux, c'est l'inverse. Ils doivent tout faire pour que cette population vieillissante, qui va avoir des besoins sociaux croissants, et qui va avoir moins de monde pour contribuer à l'effort. Ils l'ont réorienté, notamment les systèmes de retraite. Ils les ont réorientés vers la retraite par capitalisation. Et comme l'Allemagne est le pays le plus épargnant d'Europe, plus que nous les Français, qui sont pourtant les petites fourmis de l'Europe, eh bien, cette masse de capital qui se trouve dans les fonds de retraite par capitalisation, c'est une question vitale pour le gouvernement allemand que de faire en sorte qu'elle ne se dévalorise pas. Raison pour laquelle ils ne peuvent accepter aucune solution dans laquelle il y a un risque d'inflation, parce que c'est ce gâteau-là qui est tout. Et les travailleurs allemands, eux, disent le contraire. En disant, nous, si on vivait, s'il y avait la relance d'activité, si on avait des salaires à temps complet, eh bien, nous ferions vivre le pays. S'il y avait des services sociaux plus développés, on prendrait en charge l'éducation, on pourrait prendre en charge les enfants plus jeunes. Or, en Allemagne, l'accueil des jeunes enfants est voisin de zéro. Résultat,